Lorsqu'elle a quitté la pièce, j'ai commencé à emballer le peu d'affaires qu'il restait de mon père, des livres, une vieille montre Lippe, une boîte d'enveloppes jaunie sur les bords, et sur l'une d'elles, mon nom était inscrit de sa main, le sceau intact, mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une lettre datée de la semaine où je suis parti faire mes classes à l'école des sous-officiers de Saint-Mexan. Ces mots étaient courts, fermes, et ne ressemblaient en rien à tout ce qu'on m'avait dit dans cette maison. Tu es né pour servir, pas pour plaire. Le souffle m'a manqué, toutes ces années à penser qu'il désapprouvait mes choix, toute cette culpabilité que je portais d'être parti, ce n'avait jamais été sa voix, c'était celle de Martine. Elle avait dû cacher la lettre, pensant m'épargner une déception, alors qu'en réalité, elle m'avait volé la seule vérité qui aurait pu me libérer. Debout dans cette chambre impeccablement rangée et étouffante d'un appartement du 6e arrondissement de Lyon, j'ai réalisé que son amour n'avait jamais été une question de bienveillance mais de contrôle, et pour la première fois, je me suis demandé ce qu'elle m'avait caché d'autre. Parfois quand je ferme les yeux, je sens encore l'odeur de la fumée. Le désert du Mali ne vous quitte jamais, il attend derrière chaque moment de silence, prêt à ressurgir. Le jour de l'explosion, j'étais agenouillé près d'un véhicule blindé VAB. Les mains glissantes de sang et de poussière de latérite, je me souviens du son juste avant le feu, ce craquement métallique sec qui signifiait que tout allait basculer. Le souffle m'a projeté en arrière, mais j'ai rampé vers les cris. Il y avait trop de corps, trop peu de temps. Je devais choisir. Le sergent Rémy était coincé sous une trappe arrachée, les yeux grands ouverts mais calmes. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes gants se déchirent, jusqu'à ce que le monde se résume au rythme de sa respiration et au bourdonnement dans mes oreilles. Il s'est vidé de son sang avant que l'hélicoptère du Plomé de Vac n'arrive, juste avant que le moniteur ne devienne plat. Il a murmuré, dit à mon commandant que je n'ai pas eu peur. Ces mots sont devenus l'écho qui a hanté mon esprit pendant des années. De retour en France, je portais des manches longues quelle que soit la saison. Les gens disaient que j'étais pudique, la vérité était que je ne pouvais pas supporter de voir la preuve de cette journée brûler dans ma peau. Chaque demande d'interview, chaque proposition de décoration, je les ai déclinées. Je ne méritais pas d'éloges pour avoir survécu alors que lui non. Ce n'est que des années plus tard, lors de ce déjeuner de famille, que j'ai appris qui avait été son commandant, le colonel Henri Belmont. Le même homme qui s'était levé pour me saluer dignement alors que tous les autres se moquaient, le même homme dont les yeux portaient le poids d'un souvenir que seuls les soldats peuvent comprendre. Cette nuit-là, je suis allé devant le miroir et j'ai relevé ma manche. La cicatrice a pris la lumière, brute et irrégulière. Pour la première fois, je n'y ai pas vu un défaut, j'y ai vu le registre de chaque battement de cœur qui a continué quand il n'aurait pas dû. La marque des dernières paroles d'un homme et la promesse d'une infirmière militaire de ne jamais oublier. Les commérages ont commencé avant même que je ne rejoigne ma voiture ce jour-là. Le lendemain matin, j'étais déjà devenu le sujet principal de tous les appels familiaux. Léa et son besoin désespéré d'attention. Ma tante Martine était implacable, elle m'a appelé l'après-midi même, sa voix tranchante et froide sous son charme de façade. Tu m'as fait honte Léa, mon mari a fait de toi un spectacle. J'ai failli rire de l'ironie, mais au lieu de cela, j'ai raccroché et je suis restée assise à fixer la cicatrice sur mon bras. Pendant des années, c'était un secret entre moi et le silence. Maintenant, c'était devenu un divertissement de table. 2 jours plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois ce n'était pas Martine. Le colonel Belmont me demandait si nous pouvions nous voir pour un café près de la base d'Hébron. J'ai hésité, une partie de moi craignant ce qu'il pourrait dire, une autre étrangement attirée par le calme inébranlable de sa voix. Quand je suis entrée dans le café, il était déjà là. Son uniforme parfaitement repassé, les mains posées sur un petit écrin de velours, il l'a poussé vers moi, et à l'intérieur brillait un insigne en métal sous la lumière tamisée, celui du service de santé des armées, le même que portait le sergent Rémy. Ma gorge s'est serrée. Il m'a dit qu'il avait lu le rapport de fin de mission de Gao, il connaissait mon nom, mon unité, chaque décision que j'avais prise cette nuit-là, puis sa voix est devenue plus douce, presque comme une confession. Rémy était mon fils, je l'avais adopté quand il avait 12 ans. Je ne l'ai jamais dit à Martine, certains souvenirs ne sont pas faits pour les conversations mondaines. Le café entre nous est devenu froid, noir et amer. Quand je n'ai pas trouvé les mots, il a ajouté, « Vous avez donné la paix à mon fils. Vous avez mérité cette cicatrice plus que n'importe quelle médaille. » La phrase est restée suspendue entre nous, lourde et silencieuse. Mérité, c'était la première fois que quelqu'un liait ce mot à ma cicatrice. Quand j'ai quitté le café, le ciel sur Lyon était pâle et agité. J'ai marché avec l'insigne dans la main, sentant son poids presser ma peau. Le respect, j'ai réalisé, ne venait pas du grade ou de la famille,
il venait du fait d'être vu par quelqu'un qui en comprenait le prix, pourtant, je savais que le calme ne durerait pas. Martine ne perdait jamais une bataille sans planifier sa prochaine attaque. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail de formation pour les jeunes auxiliaires sanitaires, mais la paix n'a pas duré une semaine. Un email d'une productrice est arrivé dans ma boîte de réception. Avec pour objet hurlant, la femme qui cache sa cicatrice de guerre, il y avait une photo de moi en uniforme, une photo que seule Martine pouvait avoir. Elle l'avait envoyée à une chaîne locale, vendant mon histoire comme un récit de rédemption familiale, sa version, bien sûr. Faisait de moi la nièce imprudente qui faisait honte à ses proches et fuyait son passé. Peu de temps après, mon officier supérieur m'a convoqué, il a prononcé les mots que je redoutais, les relations publiques veulent un rapport complet sur l'incident au Mali. Il s'inquiète de l'image de l'institution, j'ai hoché la tête, engourdi par le sous-entendu, mon histoire était redevenue un problème. Cette nuit-là, en rentrant dans mon appartement, un petit paquet m'attendait devant la porte, sans adresse d'expédition. À l'intérieur se trouvait une enveloppe tachée de sable, le papier fragile et jauni, mon nom n'était pas dessus, mais j'ai su à qui elle appartenait dès que j'ai vu l'écriture. La lettre avait été écrite par Rémi, les mots étaient tremblants, parsemés de poussière séchée, il parlait de sa section. De son envie de rentrer à la maison, de la peur, de la foi et du bruit. La dernière ligne m'a glacée, dit à l'infirmière que ses mains étaient sûres, mes genoux ont lâché, je me suis assise par terre et je l'ai relu jusqu'à ce que l'encre se brouille, quand j'ai appelé Belmont. Ma voix fonctionnait à peine, il est resté silencieux un long moment avant de dire « J'ai gardé cette lettre, elle est passée par le réseau des anciens combattants après la guerre, je n'avais pas pu l'ouvrir, pas avant aujourd'hui, je l'entendais expirer. » Tout le poids de 15 années dans ce soupir, je suis resté éveillé le reste de la nuit à fixer la lettre étalée sur la table de la cuisine, les grains de sable collaient à mes doigts, rugueux et réels, comme la preuve que le passé ne pouvait pas être effacé par les faux-semblants. Le Monde pouvait déformer les titres de presse, transformer la pitié en scandale, mais cela, cette lettre, était intouchable. À l'aube, j'avais cessé de trembler, je me suis tenu devant le miroir, j'ai relevé ma manche et j'ai regardé droit vers la cicatrice. S'ils voulaient une histoire, ils auraient la vérité. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Sophie. Je participerai à ton émission, ai-je dit, mais cette fois, c'est moi qui raconterai. Les projecteurs du studio semblaient plus chauds que le désert, j'étais assise sous leur lumière, les paumes moites. La cicatrice sur mon bras accrochant l'éclat comme un seau, l'émission s'appelait Femmes sous l'uniforme, Sophie animait, Martine avait tout arrangé, promettant que cela remettrait les pendules à l'heure, j'aurais dû savoir que sa version de l'heure tournait toujours autour de son contrôle. Au moment du compte à rebours, Sophie a commencé à lire sur le prompteur, Léa Forestier, une infirmière blessée lors d'un entraînement, les mots m'ont frappé comme des éclats, le mensonge coulait de sa bouche alors que la caméra zoomait sur ma main. Des commentaires en ligne s'affichaient sur le moniteur, des émojis moqueurs, des inconnus disséquant ma peau, j'entendais ma propre respiration plus fort que le bourdonnement du studio, les mots de Belmont ont résonné dans ma tête, si tu restes silencieuse, ils raconteront ton histoire à ta place. Je me suis penchée en avant, coupant court aux questions, ce n'était pas un accident d'entraînement, c'était un convoi frappé par un engin explosif improvisé, 4 ont survécu parce qu'un autre s'est sacrifié, le plateau s'est figé, les mains de Sophie tremblaient, j'ai continué. Il s'appelait le sergent Rémi, il est mort dans mes bras, et je porte cette journée avec moi, non pas comme une honte, mais comme la preuve qu'il comptait. Le silence qui a suivi était absolu. Quand je suis sortie, mon téléphone vibrait sans arrêt, la séquence était déjà virale. Les mains sûres de Léa, des messages affluaient de vétérans, d'infirmiers, même de la veuve de Rémi, elle lui a donné la paix, nous lui devons notre respect. Belmont m'a envoyé un seul message, vous avez tenu votre position, je n'ai pas répondu, mais j'ai souri, quelque part. Martine regardait l'émission, son empire de faux-semblants commençant à s'effondrer. Le lendemain matin, la tempête a frappé de plein fouet, Martine a appelé la première, furieuse, sa voix assez tranchante pour couper du verre, vous m'avez humiliés tous les deux à la télévision nationale. Puis Belmont lui a répondu de la seule manière qui importait, en partant, il a fait un seul sac et a quitté la maison avant l'aube. Sophie est venue me voir plus tard dans la semaine, elle semblait plus petite, dépouillée de son éclat de studio. Maman craque, a-t-elle dit. Mais c'est peut-être ce dont elle avait besoin, j'ai hoché la tête, incertaine de ressentir de la pitié ou du soulagement. Cette nuit-là, un paquet est arrivé de la part de Belmont, à l'intérieur se trouvait la lettre originale que Rémi avait écrite avant de mourir.
Celle que Belmont avait gardée cachée dans son coffre, la dernière ligne était la même, dit à l'infirmière que ses mains étaient sûres, j'ai tracé les mots de mon pouce jusqu'à ce que l'encre s'estompe, des heures plus tard, une autre enveloppe a glissé sous ma porte. L'écriture de Belmont encore une fois, il avouait qu'il savait depuis des années qui j'étais, il ne pouvait tout simplement pas supporter de le dire à Martine parce qu'elle n'aurait jamais accepté l'idée que l'honneur ne porte pas de rouge à lèvres. Sophie a trouvé sa mère lisant cette même lettre quelques jours plus tard, la maison était impeccable comme toujours, mais l'air était pesant, sur la table trônait une seule rose du déjeuner, maintenant sèche et incolore, la voix de Martine s'est brisée quand elle a enfin parlé. J'ai tout détruit juste pour me sentir supérieure, Sophie n'a pas enregistré, elle a juste tenu la main de sa mère, et pour la première fois, le silence dans cette famille ressemblait à quelque chose de proche de la vérité, l'invitation est arrivée écrite à la main, pas d'appel. Pas d'explication, juste une heure, un lieu et les initiales familières d'Henri Belmont, je savais avant d'entrer que ce dîner n'était pas une célébration, c'était un règlement de compte, la table était petite, la lumière tamisée et l'air trop calme pour être rassurant. Martine est arrivée la première, blindée de perles et de fierté, la posture droite mais les mains tremblantes, Sophie a suivi, agitée, essayant de combler le silence avec des mots polis qui ne menaient nulle part, Belmont a posé une seule enveloppe au centre de la table, Lila. A-t-il dit doucement, à haute voix, Sophie l'a ouverte et a commencé à lire la lettre de Rémi, la voix tremblante, dit à mon commandant que je n'ai pas eu peur, et dit à l'infirmière que ses mains étaient sûres, les mots ont transpercé le silence comme une prière, Martine a baissé les yeux. Le regard brillant, son assurance s'effondrant, un souffle après l'autre, Belmont a confessé qu'il savait depuis le début, qu'il avait lu le rapport, reconnu le nom et gardé le silence pour protéger sa femme d'une vérité avec laquelle elle ne pouvait pas vivre. Les larmes de Martine ont fini par couler, je pensais que te protéger signifiait te garder petite, a-t-elle chuchoté, j'ai croisé son regard, on ne peut pas protéger quelqu'un en l'effaçant, Sophie a levé son téléphone pour enregistrer, mais Belmont l'a arrêté doucement. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être diffusées, elles ont juste besoin d'être dites une fois, personne ne s'est excusé, personne n'en avait besoin, dans ce calme fragile, chaque mur qui nous avait séparés a commencé à s'effriter, et pour la première fois, personne n'a détourné le regard. La salle de réception à la mairie de Lyon scintillait sous les lumières chaudes, des drapeaux bordaient la scène comme des sentinelles, les caméras se pressaient dans les allées, les reporters chuchotaient sur la femme à la cicatrice, je pouvais entendre le bourdonnement de leur attente. Ils voulaient une confession larmoyante, quelque chose fait pour le journal de 20 heures, mais ce n'était pas une performance, c'était la seule histoire qu'il me restait à raconter selon mes propres termes, j'ai aperçu Martine assise au dernier rang, la posture rigide, les yeux baissés. Le colonel Belmont était assis près du premier rang, son uniforme impeccable, ses mains tremblant légèrement sur sa canne, au moment où mon nom a été appelé, le micro a grésillé puis s'est éteint, le silence qui a suivi aurait pu m'engloutir tout entière. J'ai mis mes notes de côté et j'ai parlé sans elles, les cicatrices ne sont pas des défauts, ai-je dit, ce sont les archives du courage, les applaudissements se sont levés avant que je ne puisse continuer, roulant dans la salle comme une vague, je leur ai parlé de Rémi. Comment il était mort dans mes bras, comment ces derniers mots étaient restés gravés en moi, dit à mon commandant que je n'ai pas eu peur, et quand j'ai levé les yeux, Henri Belmont était déjà debout, saluant, un par un, toute la salle l'a imité. Des centaines de personnes debout ensemble dans un respect silencieux, après la cérémonie, Martine s'est approchée, sa main tremblait en touchant mon bras, tu l'as porté seule assez longtemps, a-t-elle dit, laisse-nous le porter maintenant, pour la première fois, elle parlait au pluriel, nous. Les yeux d'Henri brillaient quand je me suis tournée vers lui, tu l'as rendu fier, et moi aussi, a-t-il murmuré, et à ce moment-là, la cicatrice n'appartenait plus à la honte, elle appartenait à la paix. Un an plus tard, le ciel sur Lyon ressemblait à de l'acier brossé, brillant mais calme. Le cimetière militaire de la Doua était bordé de drapeaux et de chaises pliantes, le genre de symétrie solennelle qu'Henri Belmont aurait apprécié. Il était mort dans son sommeil 3 semaines plus tôt, son cœur ayant fini par lâcher, les funérailles étaient pleines d'uniformes et de saluts. Le bourdonnement bas d'un clairon résonnant sur l'herbe, je me tenais devant, l'insigne qu'il m'avait donné épinglé sur mon cœur, mes mains sûres. Martine est arrivée en retard, le visage tiré mais digne, elle s'est avancée vers moi après la cérémonie, quelque chose de petit serré dans sa main. Quand elle a ouvert sa paume, la lumière du soleil a accroché le bord argenté d'un autre insigne du 1er régiment d'infanterie, il a dit que tu les portais tous les deux, a-t-elle chuchoté, elle a pressé l'insigne dans ma main et s'est éloignée avant que je ne puisse parler, pour la première fois.
Elle ne subissait pas le silence, elle le respectait. Quand on m'a demandé de prononcer l'éloge funèbre, je n'ai pas lu de notes, j'ai regardé l'océan de visages et j'ai dit, le respect ne commence pas toujours dans la famille, mais parfois, il s'y termine, quand ils ont enfin appris à vous voir. Personne n'a bougé au début, puis un soldat s'est levé et a salué, un autre a suivi, et bientôt toute la foule s'est levée. C'était le même geste qui avait autrefois brisé une table de déjeuner, mais maintenant ce n'était plus un choc, c'était l'unité. Après le service, Sophie marchait à mes côtés. Son appareil photo en bandoulière, elle était devenue journaliste indépendante, plus calme, plus incisive. Plus tard cette nuit-là, elle m'a envoyé un court clip, moi m'éloignant de la tombe, le vent tirant sur ma manche. La légende disait, la cicatrice qui a changé notre vision du courage. De retour à la maison, j'ai ouvert la fenêtre, la lumière du soir coulait à l'intérieur, douce et dorée. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas couvert mon bras, j'ai laissé le soleil toucher la cicatrice, j'ai ressenti sa chaleur au lieu de sa piqûre, pendant des années. Je l'ai cachée pour que personne ne pose de questions, maintenant, je laisse la lumière la trouver parce que ce n'est plus une blessure, c'est par là que la lumière entre en moi, il n'a jamais été question de vengeance.